L'expression fiction de l'autre a sans doute de quoi surprendre quant à son extension. En effet, à moins de se mettre soi-même en scène, il est toujours par définition question de fiction de l'autre. Et l'imaginaire autofictionnel contemporain dont on vient d'entendre parler et qui décline sous toutes ses coutures, l'inusable jeu est un autre, aura tout fait de nous rappeler que nul n'est à l'abri de ces formes d'altérité ou d'altération. Bref, on pourrait croire que, parlant de fiction de l'autre, j'entends embrasser rien moins que la littérature contemporaine des origines jusqu'à nos jours. Si pareille ambition s'accorderait fort bien avec ma mégalomanie naturelle, elle n'agitera toutefois pas mes propos aujourd'hui, qui, la fatigue et l'âge aidant, ont des visées autrement modestes. J'entends en effet questionner un type particulier de récit qu'il m'arrive parfois de regrouper sous l'étiquette commode de roman d'enquête, où cette intention de saisir quelque chose d'un ou d'une autre est explicitement mise en scène. Il s'agit de ces textes où un premier personnage part d'une manière ou d'une autre sur les traces d'un second, distant sinon disparu, pour tenter de donner sens à certains de ses gestes, voire à son être, et donc symboliquement au nom de le retrouver. L'appellation roman d'enquête veut dire la filiation de ces récits avec le genre policier, puisqu'on y retrouve le plus souvent enquête, indices, témoignages, hypothèses, etc. Et veut dans le même temps dire la distance de ces récits avec le même genre, puisqu'il ne s'agit nullement d'y découvrir un coupable à l'aide de connaissances encyclopédiques et d'empreintes digitales. Rien donc dans les romans d'enquête qui relèvent de problématiques légales, morales, techniques ou scientifiques. C'est plus précisément à trois de ces romans d'enquête que j'entends m'intéresser aujourd'hui, et il faudrait mettre l'appellation générique roman entre guillemets, puisque évidemment aucun des trois textes n'a revendique. Dora Bruder de Patrick Modiano, le narrateur entend retrouver à 50 ans de distance les traces d'une jeune fugueuse juive dans le Paris de l'occupation. Anthropologie d'Éric Chauvier, où le narrateur suit les traces presque invisibles d'une jeune mendiante. Et supplément à la vie de Barbara Loden de Nathalie Léger, où la narratrice doit initialement rédiger une notice biographique sur Barbara Loden et se lance dans une recherche d'importance sur l'actrice et réalisatrice décédée. Ce même motif de la recherche quasi obsessionnelle d'une autre disparue par un narrateur ou une narratrice plus ou moins qualifiée pour cette tâche est donc au centre de ces trois récits, et c'est ce motif que j'aimerais interroger dans les minutes qui viennent pour essayer d'en comprendre les implications anthropologiques, en donnant à ce dernier qualificatif sa pleine signification étymologique de discours sur l'être humain. Car si toute fiction, sitôt qu'elle met en scène le moindre personnage, devient bien par la force des choses discours sur l'être humain, manière poétique de le conceptualiser et de mettre en forme et en sens certaines parties de son expérience, les romans d'enquête, en problématisant cette conceptualisation à même un dispositif tout entier consacré à la connaissance de l'autre, rendent le geste anthropologique de la fiction encore plus manifeste et en déploient les modalités comme l'imaginaire. L'un des traits les plus marquants de ces trois textes est leur commune nature dialogique et conflictuelle. S'il n'est certes pas rare qu'une fiction cherche performativement à occuper dans l'espace littéraire un lieu qui lui est propre, l'impératif d'originalité datant tout de même du tournant du XIXe siècle, il reste que celle qui nous intéresse présentement semble le faire avec plus de force encore, consacrant une part non négligeable de leurs énergies à montrer le caractère inopérant de certains genres ou de certains discours qui pourraient sembler proches de leur propre entreprise. Dans le cas de Modiano, c'est la pratique historienne qui en prend pour son rhume. On se souviendra par exemple de ce long paragraphe que le narrateur consacre à énumérer des batailles de la Légion étrangère en Algérie auxquelles le père de Dora a ou aurait participé, en indiquant la date, le lieu et le corps d'armée impliqué. Juin 1921, combat du bataillon de la Légion du commandant Lambert sur le Djebel Ayyan. Mars 1922, combat du Schuffelcherg, capitaine Roth. Mai 1922, combat du Tiziani, bataillon de Légion Nicolas, etc. Et il fait suivre ces mots. Il les fait suivre de ces mots consacrés à Ernest Bruder. La nuit, dans ce paysage de sable et de caillasse, rêvait-il à Vienne, sa ville natale, au marronnier de la Haupthalle. C'est mettre côte à côte, sinon face à face, la pratique historienne dans sa forme la plus sèche de l'histoire-bataille, qui présuppose l'effacement de toute individualité humaine, et a fortiori de toute forme d'intériorité, ici rêveuse et nostalgique, et l'être humain dans sa singularité unique, dans la singularité unique des sentiments éphémères qui peuvent l'habiter. C'est bien entendu que, à sa manière, la rationalité historienne, telle que du moins l'envisage ou la figure Modiano, nécessite comme mode de connaissance la disparition du sujet humain et de sa sensibilité propre, à l'instar incidemment de la déraison qui a présidé à l'élaboration de la solution finale dont Dora Bruder et les siens ont fini par être les victimes. Mais c'est aussi que, par-delà la négation subjective et individuelle qu'elle requiert, la pratique historienne véhicule une conception de l'être humain, donc une anthropologie, qui ne peut saisir ce mode d'être ou de n'être pas dans le dessaisissement, pour reprendre le mot très juste de Bruno Blankmann, qui est précisément ce que Modiano veut dire, et saisir ce sentiment de vacances et d'éternité, pour reprendre les mots mêmes du texte, qu'on peinerait à trouver dans la grammaire historienne des affects,
et qu'on peinerait sans doute tout autant à trouver dans nos imaginaires affectifs contemporains. Anthropologie tout à la fois mortifère et insuffisante, donc, que celle de la pratique historienne, aux yeux du narrateur de Dora Bruder. Très explicitement dans Anthropologie d'Éric Chauvier, c'est d'abord la sociologie qui fait les frais d'une remise en question discursive. Je rappelle en 2 mots l'anecdote de ce récit un peu inclassable. Le narrateur, anthropologue de formation, croise en voiture une jeune mendiante près d'un centre commercial et il est troublé par le regard qu'ils échangent. Il cherche à comprendre la nature de ce trouble qu'il nomme, je cite, « impression de familiarité rompue », fin de citation, en repassant les jours suivants devant la même mendiante, au même endroit, avec plusieurs passagers différents qui l'invitent discrètement à commenter la situation. Un jour toutefois, la jeune femme disparaît et il entreprend diverses démarches pour retrouver sa trace auprès d'une communauté rome ou d'assistante sociale, le tout en vain. Son enquête devient alors brève réflexion sur la nature exacte de cette impression de familiarité rompue, de ce qu'il a pu ressentir au moment de la première rencontre et sur ce qui l'empêche de penser à cette impression à la fois fugace et forte. La sociologie comme mode d'appréhension d'autrui apparaît à divers endroits dans le texte, dont les passages successifs du narrateur devant la jeune mendiante avec divers passagers. L'un d'eux tient en effet des propos qui relèvent de ce discours, ou de sa forme vulgarisée, en destinant à terme la jeune femme au plus vieux métier du monde. Alors même, c'est le narrateur qui parle, que cette fille est pour moi un être complexe, intimidant, mystérieux, un être que l'on ne peut assurément réduire à une quelconque prévision. Il voit là un processus de dissolution biographique, propre à la démarche sociologique, qui conduit aussi l'homme du commun à enchasser, je cite à nouveau, dans des systèmes censément cohérents, les biographies auxquelles il se réfère. Fin de citation. Un autre passager, lui tout à fait sociologue de formation, aura aussi droit à une petite visite à la mendiante, et le narrateur, après avoir noté que le dit passager tient effectivement un discours séduisant sur la jeune femme, constate aussi qu'il tient ce discours sans jamais regarder la mendiante. Il finit par émettre l'hypothèse que la sociologie, je cite, corrompt la perception que les individus ont de leur mode ordinaire et qu'elle pousse à confondre la modélisation de l'expérience de vie en communauté avec la neutralisation pure et simple des formes de vie qui la constituent. Fin de citation. On le voit, l'esprit de ces critiques adressées au discours sociologique est semblable à celui des critiques de Modiano contre la pratique historienne. Ni celle-ci, ni celui-là ne parviennent à saisir l'intimité individuelle, le propre d'une expérience humaine vivante et immédiate. Leur paramètre constitutif exclut la possibilité de la saisie d'un sentiment de vacances et d'éternité ou d'une impression de familiarité rompue. La lisibilité sociale de l'individu se paie d'une impossibilité de dire le cœur de cette individualité, et sur l'écran radar de l'histoire ou de la sociologie, Dora Bruder ou la jeune mendiante ne peuvent être que portées et disparues. Le supplément à la vie de Barbara Loden de Nathalie Léger prend les dehors d'un jeu de miroir assez subtil. À l'origine, la narratrice doit rédiger une simple notice biographique sur Barbara Loden. Elle part sur les traces concrètes de Barbara via le seul film qu'elle a réalisé et qui s'intitule Vanda, un film sur une femme absente à elle-même et aux autres, qui se trouve malgré elle embrigadée dans un hold-up mal organisé qui se termine par la mort de son complice et son arrestation à elle, ainsi que sa condamnation à une lourde peine de prison pour laquelle elle remercie, sans aucune ironie, le juge. Barbara Loden semble s'être reconnue dans cette absence à soi. La narratrice s'y reconnaît elle aussi, et elle reconnaît là une expérience que sa propre mère a vécue aussi, juste après la déclaration de son divorce. Elle a marché pendant plusieurs heures, au hasard, totalement anéantie dans un centre commercial. Je cite, « Être pourtant là, sans pouvoir, sans savoir rien nommer de ce qui est en train de mourir, de ce qui est déjà mort. » dit la narratrice à propos de cette déambulation dans les limbes. À certains égards, d'ailleurs, le livre donne l'impression d'être constitué par l'ambition de pouvoir réussir à dire cette expérience du dessaisissement. Barbara Loden a cherché à le dire pour elle-même par Vanda, et la narratrice pour elle-même et sa mère par Barbara Loden, de là le jeu de miroir que j'évoquais tout à l'heure. C'est globalement contre 3 types de discours que se positionne le récit. La notice biographique, les discours tenus sur Barbara Loden par d'autres, et finalement quelque chose du romanesque, pour reprendre les mots de la narratrice. Je n'insiste pas sur l'impossibilité pour une notice biographique de rendre compte de cette absence à soi, de ce dessaisissement, sinon pour rappeler cette évidence que par principe, la notice biographique entend rendre compte non pas de l'être, mais du faire, en fonction de rôle ou de statut. Anthropologie, si l'on veut, de l'agent social, peu apte donc à penser et représenter les effondrements ontologiques. À titre d'exemple des discours tenus sur Barbara Loden par d'autres, on peut prendre la réception féministe du film. Et je cite le texte. En 1970, à la sortie du film, les féministes ont détesté Vanda. Elles ont durement critiqué Barbara Loden et se sont insurgées. Elles voyaient dans Vanda une femme de l'indécision, de l'assujettissement,
incapable d'affirmer son désir, qui ne portait aucune revendication, ne créait pas même de contre-modèle militant, pas de prise de conscience, pas de nouvelle mythologie de la femme libre, rien. Fin de citation. Pour comprendre le sens de cette déception féministe dans le texte, il faut lire ce passage en parallèle avec, par exemple, l'un de ceux où la narratrice cite Duras. Il y a plusieurs passages où elle cite Duras sur Vanda. Je cite, Vanda, c'est un film sur quelqu'un. Par quelqu'un, j'entends quelqu'un qu'on a isolé, qu'on a envisagé en lui-même, désincrusté de la conjoncture sociale dans laquelle on l'a trouvé. Fin de citation. Donc, tout ça en parallèle avec ce passage-là, ou encore avec ses réflexions sur les décors d'une scène du film telle que le décrit la narratrice. Et je cite, on sait que ce bar en Pennsylvanie, une scène où Vanda vient d'entrer, est à l'apic exact du malheur. Pas un malheur plein d'emphase, pas un malheur grandiose agrafé à l'histoire, avec un H majuscule, non. Un malheur fade qui a l'odeur d'un tissu à carreaux pendu aux fenêtres d'un café de province. Fin de citation. Autrement dit, l'intérêt du film pour la narratrice tient précisément, sur le plan anthropologique, à ce qu'il se constitue aux antipodes d'une lisibilité sociale ou politique des êtres qui prend sous la plume de la narratrice des dehors presque factices. Et c'est en partie ce qui a troublé la première réception féministe, un mode d'être nu et anéanti, dans quoi elle a vu un consentement à l'assujettissement, quand bien même la lecture sociale ou politique était ici en porte-à-faux. À la faveur de quelques remarques de la mère de la narratrice, le texte établit aussi un dialogue conflictuel au romanesque. Je mets ça entre guillemets parce que ce sont les termes mêmes du texte. Par exemple, la mère de la narratrice remet en question la narrativité du film de Barbara Loden. Je la cite. « C'est si difficile de raconter simplement une histoire, demande encore ma mère. Il faut rester calme, ralentir, baisser la voix. Qu'est-ce que ça veut dire, raconter simplement une histoire ? Elle parle de péripéties, elle cite Anna Karénine, les illusions perdues, encore Madame Bovary. Elle dit ça veut dire un début, un milieu et une fin, surtout une fin. » Fin de citation, justement. Vers la fin du texte, la mère de la narratrice tente de revenir sur sa déambulation dans le centre commercial qu'elle peine à décrire. Je cite. Dans sa souffrance, il n'y avait même plus l'incompréhension de l'abandon, ni la peine répétée de se sentir toujours abandonné et toujours humilié. Tout cela, vieille archéologie des chagrins, vieille agitation romanesque. Et là, c'est le passage que je vous avais cité tantôt, ne reste qu'une chose, être pourtant là, sans pouvoir, sans savoir rien nommer, de ce qui est en train de mourir, de ce qui est déjà mort. Fin de citation. Dans le mouvement même du texte, ce sont trois récits qui se construisent en opposition au romanesque. Le film de Barbara Loden, le récit de la mère de la narratrice et le supplément à la vie de Barbara Loden lui-même. Ils se construisent ainsi au premier chef au regard d'une configuration et d'une intensivité narrative conventionnelle qui se lisent dans l'exigence d'un début, d'un milieu et d'une fin et de péripéties. Mais de plus, il se constitue également au regard d'une vieille archéologie des chagrins, c'est-à-dire une manière conventionnelle de penser l'intériorité en général et les affects en particulier. Il se réclame ainsi d'une anthropologie autre pour pouvoir exprimer cette expérience un peu indicible de dessaisissement et dans quoi il faut entendre aussi l'indicible du sentiment de vacances et d'éternité de Modiano et celui de l'impression de familiarité rompue de Chauvier. Et tout comme l'histoire où la sociologie comme discours de connaissance avait été tenue à distance par Modiano ou Chauvier parce qu'il véhiculait des présupposés anthropologiques, donc des conceptions de l'être humain impropres à saisir quelque chose d'expérience humaine, c'est ici le romanesque comme discours de connaissance qui subit le même sort et pour les mêmes raisons précisément. Le dialogisme marqué à l'œuvre dans les textes de Modiano, Chauvier et Léger est donc à penser comme une manière de prendre ses distances par rapport à plusieurs discours de connaissance qui ne sont pas à même de permettre la saisie d'expériences humaines particulières. Si l'on sera sans doute peu surpris de voir l'histoire et la sociologie jetées aux orties dans la circonstance, le rejet du romanesque étonnera peut-être davantage. Sitôt toutefois que le lien se fait entre poétique narrative et anthropologie, la logique qui préside à la remise en question de certains paradigmes littéraires se comprend davantage. Plus rapidement, puisque le temps file et qu'on a tous faim, je souhaiterais, avant de conclure sur la signification de cette forme particulière qu'est le roman d'enquête, dire deux mots d'une figure spectrale et d'une sorte d'imaginaire des limbes qui traverse les trois textes. En effet, à des degrés divers et avec une insistance variable, les personnes sur qui l'enquête porte sont présentées comme étant et n'étant pas, présentes et absentes, vivantes et mortes. Le phénomène est particulièrement marquant chez Nathalie Léger, où les mentions de cet ordre sont légion. Dans un dialogue de Vanda, « Si vous ne voulez rien, vous n'aurez jamais rien. Quand on n'a rien, on est zéro, mieux vaut être mort. » Elle dit qu'elle est morte alors, c'est sûr. Dans une citation de Barbara Loden, « J'étais une morte vivante, dit Barbara dans un entretien avec Michel Simon en 1975. J'ai mené, disons, une vie de morte vivante pendant de longues années. » Dans les propos du mari de Vanda qui demande le divorce, « Il était là, monsieur le juge, mais n'était pas là. » Dans les considérations d'un homme qui espère pouvoir coucher avec Vanda,
Pas très sûr de lui, sans doute, visiblement content d'avoir trouvé une fille facile, peu importe qu'elle ait l'air parfaitement morte. Dans la phrase déjà citée à propos de la mère de la narratrice, être pourtant là, sans pouvoir, sans savoir rien nommer de ce qui est en train de mourir, de ce qui est déjà mort. Dans la description, enfin, d'une femme qui, dans le centre commercial, nage dans une piscine d'où elle peut voir la mère de la narratrice qui déambulait, scrutant par les hublots immenses, comme si elle jetait un œil outre-tombe. Cette figure apparaît aussi ici ou là chez Chauvier lorsque le narrateur ou d'autres personnes parlent de la jeune mendiante. Je cite, « L'absence de traces ou de registre à son endroit empêche les Français d'évoquer sa présence. Pour eux, elle est un spectre. » Ou encore, « Elle est passée parmi nous comme un fantôme. » Ou enfin, « Peut-être que l'image d'Anna, oui, c'est le nom qu'on donne à un certain moment donné à la mendiante, ne peut se stabiliser autrement que dans la fiction de ne jamais être saisie. » Pour ce qui est de Dora Bruder, on se rappellera que le texte s'ouvre sur la vie de disparition et que la jeune femme est celle qui ne cesse de fuir, de se dérober, qu'elle et les siens laissent des traces en creux. On peut aussi évoquer ce passage proche de la fin du livre quand le narrateur ressent la présence de l'absente, je cite, « Depuis le Paris dans lequel j'ai tenté de trouver sa trace et demeurer aussi silencieux et désert que ce jour-là, je marche à travers les rues vides. Pour moi, elle le reste, même le soir, à l'heure des embouteillages, quand les gens se pressent vers les bouches de métro. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle, de sentir un écho de sa présence dans certains quartiers. D'autres soirs, c'était près de la gare du Nord. » Fin de citation. Et si vous en voulez davantage, je vous renvoie à l'excellent article de Catherine sur Dora Bruder paru dans Proté. En forçant un peu le trait, on pourrait même dire que même avant leur disparition effective, ces personnages étaient marqués par la disparition, étant tout en n'étant pas. Le nombre de ces chers disparus est trop élevé pour être le seul fait du hasard, et leur présence, si j'ose dire, demande dès lors à être interrogée. Pourquoi diable le savoir anthropologique de ces fictions requiert-il la mise en scène de cette figure? On peut y voir deux raisons non mutuellement exclusives. Dans un premier temps, on se rappellera que ces fictions mettent fréquemment en scène ce que j'ai nommé plutôt une expérience du dessaisissement, ce moment parfois durable d'absence à soi et aux autres. Peut-être alors la figure spectrale ou de la disparition devint-elle la meilleure manière de représenter cette modalité ontologique, d'en proposer un équivalent sous forme de figure d'analogie susceptible de permettre, sinon sa saisie, du moins l'intuition de cet état pour lequel les mots manquent. Et peut-être y aurait-il aussi, dans le même ordre d'idées, lieu d'explorer cette vaste famille de Bartleby à certains narrateurs de Toussaint, passant par Roquentin, Meursault, certains personnages de Handke, certains personnages de Carver, etc., qui arpentent les pénombres de l'être ou de l'agir. Dans un second temps, et plus largement cette fois-ci, il faudrait se demander si cette précarité ontologique ne fait pas aussi écho à une précarité conceptuelle et poétique. Autrement dit, il faudrait se demander si ces chers disparus ne signalent pas un point aveugle ou un angle mort de l'imaginaire anthropologique de notre temps, si leur présence-absence n'est pas une manière de dessiner les contours d'une expérience humaine spécifique que le discours sur l'être humain dont nous disposons, historiens, sociologiques, romanesques, etc., ne sont pas en mesure d'accueillir, de dire, de représenter et de penser. Et peut-être même, si l'on se sent d'humeur optimiste, en ce premier matin de colloque, pourrait-on se demander si ces fictions ne sont pas les formes ou les témoins d'une reconfiguration ou d'un déplacement de notre imaginaire anthropologique. Car c'est là que se situe, je parlais d'effondrement ontologique, c'est assez curieux, c'est là que se situe la signification la plus forte de ces fictions de l'autre que sont les romans d'enquête, dans leur ambition anthropologique et dans les déplacements poétiques qu'elle entraîne, dans le dialogue d'égal à égal que le discours littéraire noue avec d'autres discours des sciences humaines en termes de volonté de dire quelque chose de l'expérience humaine, dans ce souci retrouvé de la littérature de donner les moyens de comprendre qui nous sommes, de renouveler les représentations et les modélisations de soi. Ces formes qui s'inquiètent des déperditions ontologiques n'ont évidemment pas l'exclusivité de ces renouvellements, tout comme les déliaisons qu'ils figurent entre l'être et le monde dans sa réalité physique ou sociale, ne sont pas la seule manière d'envisager ce rapport. Il suffit de penser à Annie Ernaux, Marianne Diaye, Mélisse de Kéranguil, Michel Houellebecq ou Olivier Rollin, pour se rendre bien vite compte que, à des degrés, à des titres divers et dans des registres variés, qui sont autant de nuances anthropologiques précieuses, les liens d'intégration et de lisibilité entre l'être humain et son environnement social, culturel, politique, n'ont pas cessé d'être questionnés et reformulés. Reste que l'un des intérêts les plus immédiatement visibles des romans d'enquête est de rendre sensible, perceptible cet effort de redéfinition et d'exploration anthropologique que la littérature a repris, de nous forcer à trouver les moyens de penser et de dire cet effort, d'en prendre la mesure, d'en saisir la portée, de décrire les imaginaires qu'elle déplace, les figures qu'elle génère ou régénère et les formes qu'elle ajuste à ses ambitions. Je vous remercie.